D'en venir tout de suite à Dom Asile, moi je rebondis, il n'y a pas de problème sur la nécessité de formation des acteurs, il n'y a aucun problème, les associations en ont besoin, les associations en ont besoin. Nous on est même prêt à apporter l'ingénierie avec nos services de formation. Après il ne reste plus qu'à dire que la balle est dans le camp de la DGCS, vous avez entendu tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on vous laissera repartir ce soir tranquillement. David Edrich, donc de la coordination Dom Asile. Alors là, on a un peu... déflorer le sujet, puisque vous allez mettre un petit peu la petite pique sur un manque peut-être dans la réforme, pas peut-être d'ailleurs, mais on aimerait aussi que vous reveniez sur la question spécifique de la domiciliation des demandeurs d'asile, avec un retour sur le dispositif, les problématiques rencontrées, et puis justement l'enjeu de la réforme, un peu la même question que l'on posait tout à l'heure sur ce dispositif. Bonjour. Alors tout d'abord, moi aussi, je pense que je vais devoir représenter rapidement Dom Asile. Dom Asile, donc c'est une association qui n'existe qu'en Île-de-France, qui a 11 centres de domiciliation et d'accompagnement pour les demandeurs d'asile. C'est une action qui est principalement bénévole. C'est presque 200 bénévoles sur 7 départements qui interviennent auprès des demandeurs d'asile et avec une toute petite coordination salariée. Et nous, on a très envie de travailler sur cette question de la domiciliation asile, mais en lien avec d'autres acteurs, et pas forcément des acteurs uniquement spécifiques asile. On trouve qu'il y a un vrai intérêt à ouvrir le débat et que les personnes sans domicile stable, quelle que soit leur situation administrative, puissent faire l'objet d'une réflexion en commun. Voilà. Donc pour rebondir ce qui a été dit par Laura Charrier, nous, c'est vrai que sur la question des étrangers, on est très vigilant quand ils sont sans domicile stable, parce que la loi DALO et la loi ALUR ont été des lois très positives pour l'accès aux droits des personnes sans domicile stable. Il y a des choses qui sont réglées pour les personnes étrangères en situation régulière ou pour les communautaires, quelle que soit leur situation. Ils ont accès à tous les éléments et à tous les acquis de ces réformes. Par contre, pour les personnes étrangères en situation irrégulière, qui ne sont pas de l'Union européenne, là, il se pose un problème. On a une certaine avancée, mais qui ne va pas, à notre avis, suffisamment loin pour ces personnes-là. C'est qu'elles peuvent prétendre à la domiciliation généraliste, mais uniquement quand elles demandent 3 droits, l'aide médicale d'État, l'aide juridictionnelle et les droits civils. Donc on verra comment sont définis les droits civils, c'est un enjeu, mais il reste qu'il y a sans doute beaucoup de droits que les personnes sans domicile stable, même étrangères en situation irrégulière, ont, et qu'elles ne pourront pas, elles n'auront pas accès à ces droits-là du fait d'une législation qui reste discriminante par rapport à leur situation de séjour. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Parmi ceux-là, moi, je vais aborder la question spécifique des demandeurs d'asile, parce que c'est quelque chose qui n'a pas bougé avec la loi ALUR. C'est que pour la démarche de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il reste, c'est clairement exclu de la domiciliation généraliste pour cette démarche-là. Je rappelle simplement que les demandeurs d'asile en tant que personnes ne sont pas exclus de la domiciliation généraliste. Ils ont d'autres droits, notamment des droits sociaux. Et là, pour le coup, ils pourront réintégrer la domiciliation généraliste. À l'heure actuelle, il reste un système d'agrément spécifique pour cette démarche d'asile à la préfecture. Et du coup, c'est ça qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Ça nous pose question à nous parce que, tout d'abord, pourquoi avoir un agrément spécifique quand finalement ce qu'on demande aux associations qui sont agréées asile, c'est de la gestion de courrier. Ça ne joue pas sur l'accompagnement des personnes. Elles le font ou elles ne le font pas selon leur choix. Et on a l'impression que l'agrément de domiciliation généraliste répond à la plupart, voire à la quasi-totalité de cette problématique-là, de la rigueur dans le service du courrier. Donc pourquoi créer 2 agréments spécifiques quand finalement c'est la même chose qu'on demande aux associations, sachant que les associations, très souvent, elles ont les 2 agréments, donc elles ont 2 cahiers des charges qui leur demandent de faire quasiment la même chose. Et on voit bien qu'au-delà de l'inutilité de ce dispositif
pour les personnes sans domicile stable et pour les organismes agréés. Ça crée aussi des dérives, ça crée des vraies difficultés puisque l'attestation d'élection de domicile au titre de l'asile va devenir un peu, peut-être par paresse, des fois des organismes domiciliataires. Et voilà, l'association que je représente est la première à utiliser ça, c'est-à-dire va inciter les demandeurs d'asile à n'utiliser qu'une seule attestation, et ce sera celle qui sera acceptée par le plus grand nombre. Donc c'est l'attestation de domiciliation asile, qui va sortir un petit peu de son utilité première pour être celle utilisée par tous, voilà, pour éviter d'avoir une multiple attestation. On en oublie trop souvent que finalement les personnes en demande d'asile, la plupart du temps, elles sont en situation régulière, donc elles ont accès pour les autres démarches que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, accès à la domiciliation généraliste, donc accès au CERFA de domiciliation. Voilà, il y a une sorte de dérive de cette utilisation. Il y a même souvent des associations qui ne sont agréées que au titre de l'asile. On se demande comment font les personnes dans l'accès au droit. Finalement, les organismes vont pas vérifier, mais le jour où les organismes vérifient que la personne n'est pas dans une association agréée pour d'autres motifs, ça c'est très problématique. Voilà, c'est des choses un petit peu qu'il est important de rappeler, parce que très souvent dans la pratique on l'oublie. Et l'autre problème aussi de cet agrément, c'est que s'il n'a pas d'utilité pour les personnes sans domicile stable, on sent très bien son utilité pour les personnes qui délivrent cet agrément. Ce n'est pas un agrément qui est délivré par les DDCS, mais plutôt sur l'initiative du service étranger des préfectures, donc des personnes qui vont recevoir par la suite les demandeurs d'asile domiciliés. Et on a plusieurs exemples en Ile-de-France, mais également ailleurs, d'utiliser cet outil comme outil de gestion des flux. Finalement, moins il y a d'associations agréées, ou moins elles domicilient, et mieux c'est finalement pour les services préfectoraux derrière, pour l'accueil. Donc ça peut parfois être utilisé comme un élément de chantage, clairement, pour domicilier moins. On a vu des associations qui sont irréprochables dans leur gestion de courrier, qui ne sont pas renouvelés dans leurs agréments, ou qui demandent à ouvrir une autre domiciliation parce qu'il y a des vrais besoins et à qui on refuse. Voilà, ça, c'est particulièrement préoccupant. Et donc, voilà, on voit finalement les dérives finalement de cette attestation, de cet agrément spécifique. Et nous, on est vraiment à militer avec d'autres associations pour qu'ils disparaissent. Alors, pour l'instant, ce qui est prévu au niveau de la réforme asile, il y a un projet de loi sur l'asile qui doit traiter de ces questions-là, qui n'a pas vraiment été traité dans le cadre de la loi Allure. Et donc c'est une loi qui est encore en processus de vote. Elle doit passer au Sénat au début du mois de mai. Pour l'instant, il est toujours prévu le maintien d'un dispositif spécifique. On ne sait pas encore comment ça va être défini et dans la loi si elle est maintenue, et dans les décrets. Donc il reste une certaine incertitude. Simplement, aussi pour quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est que les organismes qui domicilient pour les demandeurs d'asile, ils peuvent être de trois types. Il y a trois types d'organismes. Il y a d'abord des associations qui sont agréées par le préfet, mais également qui ont une convention avec l'OFII. Ce qui est intéressant de ce conventionnement-là, c'est que c'est des associations qui sont financées. C'est le seul financement étatique dédié. Donc, contrairement à la domiciliation généraliste, il y a cette chance-là. Malheureusement, ce conventionnement-là, il est aussi lié à des vraies contraintes pour les associations qui conventionnent. C'est uniquement pour les personnes qui sont primo-arrivantes, et donc des personnes qui souhaiteraient changer d'adresse en cours de procédure, ce n'est pas possible. Il va y avoir une sortie du dispositif très rapide. Du coup, une fois qu'on a une réponse définitive, on a 1 mois pour trouver une autre adresse. Voilà, donc ça fait des personnes comme ça qui sont en rupture d'adresse une fois qu'elles sont réfugiées ou déboutées de manière très rapide, ce qui pose également problème. Voilà, donc c'est... Donc oui, ces contraintes-là vont peser finalement aussi, puisque le thème c'est la coordination territoriale,
sur le territoire avec des personnes qui ont un temps une solution, mais comment on fait pour la suite. Donc voilà, ça c'est les associations agréées par le préfet et conventionnées au FI. Il existe actuellement aussi des associations agréées par le préfet en dehors d'un conventionnement. C'est le cas par exemple de Domazil, mais aussi d'autres associations même en dehors de l'Île-de-France. Et du coup, pour ces associations-là qui sont souvent avec des faibles moyens, qui utilisent beaucoup les ressources bénévoles, mais ça reste des possibilités sur des territoires là où il y a des fois déjà un partenaire conventionné au FI, ça crée d'autres possibilités. Et il y a également un autre organisme possible, c'est les CCAS. C'est vrai que si il n'est pas obligatoire pour le CCAS de domicilier un demandeur d'asile qui a un lien avec la commune, par contre, il va être possible pour le CCAS de le domicilier. Et puis l'enquête montre que même si ça reste assez minoritaire, c'est pratiqué dans plusieurs territoires. Donc ça, c'est une chose qui nous semble intéressante de maintenir cette possibilité-là. Malheureusement, ce qui semble évoqué au niveau de la réforme de l'asile, c'est que uniquement les organismes qui sont conventionnés avec l'OFII pourraient potentiellement être les seuls à domicilier les demandeurs d'asile. Ce qui crée un vrai problème, puisque ça va concentrer sur un seul endroit du territoire la demande d'asile. Actuellement, la demande d'asile, il y a un vrai phénomène de saturation, même en multipliant les possibilités, même dans des départements où il y a des associations non conventionnées qui font cette domiciliation-là. Et donc du coup, avec des phénomènes de temps d'attente et de saturation pour avoir une adresse, on peut citer l'Île-de-France où ça arrive jusqu'à 4-5 mois pour avoir une adresse au titre de l'asile, voire un an. C'est vrai qu'on est atteint, on a atteint à un moment ça. Donc voilà, c'est vraiment... nous, on essaye de lutter pour trouver des solutions, pour qu'il y ait de plus de possibilités de domicilier les demandeurs d'asile. Le fait que ce soit concentré sur un seul organisme par territoire, ça va renforcer la saturation, mais ça aussi va avoir un impact sur les organismes en charge de l'accès aux droits, c'est-à-dire que c'est un seul pôle emploi, un seul service d'assurance maladie, en termes de scolarisation. Voilà. De concentrer tout sur le territoire, c'est un problème pour l'accès à la domiciliation, mais une fois pour les personnes domiciliées, ça crée des énormes domiciliations. Et exactement ce qu'on essaye de faire dans les schémas départementaux, c'est-à-dire une meilleure répartition sur le territoire. Là, on a une réforme qui semble aller vers plus de concentration. Donc ça, nous aussi, c'est quelque chose qu'on demande à ce qu'il soit possible dans les décrets d'imaginer une ouverture de la domiciliation à l'ensemble des associations agréées pour le droit commun. On pense que c'est très important de maintenir ça. Voilà. Et puis ça pose aussi des problèmes, je l'ai dit aussi tout à l'heure, sur les sorties rapides du dispositif, quand les personnes ne sont plus domiciliées. Si c'est tout concentré sur un même territoire, comment c'est géré ? On va conclure parce que voilà, si ça ne vous dérange pas. Je suis désolé de presser un petit peu comme ça, mais on aura le temps pour le débat justement et c'est ça qui sera, je pense, intéressant. Ok, très bien. J'ai à peu près fait le tour. Simplement, pour revenir sur les schémas départementaux, cette question-là pourrait être abordée dans les schémas départementaux. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur certains territoires, les questions spécifiques asile étaient plutôt mises de côté. On pense que c'est vraiment dommage. L'idée de la réforme, c'est de faire un état des lieux total des difficultés et de ne pas oublier celles-ci et de trouver des solutions qui englobent l'ensemble des personnes sans domicile. Voilà, c'est ma conclusion. Alors on va à Jérôme Weinhardt. Une autre population spécifique, vous venez vers moi, vous n'en avez pas contre moi, j'espère. Pourtant j'ai essayé de vous laisser un peu plus de place. Et vous avez besoin en plus de l'ordinateur ? Voilà, donc je vais demander en plus qu'on vienne voir pour vous. Là, vous voyez, il y a le monsieur là-haut qui est le plus doué. Alors, on va commencer déjà en disant, donc, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que vous puissiez nous parler, nous rapporter déjà ce qui est propre au statut juridique
des gens du voyage. Ça, c'est déjà une première chose, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de la chose. Derrière, c'est la conséquence des 2 systèmes de domiciliation. Alors, il n'y a pas de souris, hein, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas, il n'y est pas. Je ne l'ai pas emmené. Et puis, également, peut-être d'avoir le positionnement de la FNASA de gens du voyage. Donc, comme on dit dans ce genre de choses, vous avez une dizaine de minutes. De toute façon, au cas où, je vous arrêterai. Ok, chef. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler des gens du voyage, l'élection de domicile en question. Alors, oui, j'ai pas l'habitude, pas de souris. Première partie sur les gens du voyage. Donc, rapidement, je vais vous rappeler un peu le statut administratif particulier qui les concerne. Et également, donc, la dualité domiciliaire. Et dans un deuxième temps, on verra l'élection de domicile et la correspondance avec un petit rappel chronologique et puis les constats que nous, on fait aujourd'hui par rapport à ces problématiques. Alors, ce terme de gens du voyage est un terme qui est apparu dans les années 70. C'est une dénomination administrative désignant une population hétérogène qui réside habituellement en abri mobile terrestre. Leur statut administratif est fixé dans une loi, la loi 69.3 du 3 janvier 69, qui les qualifie de personnes sans domicile ni résidence fixe, donc SDRF, circulant en France ou exerçant des activités ambulantes. À partir de 16 ans, ils ont donc 2 obligations. Ils doivent être pourvus d'un titre de circulation et ils doivent également avoir un rattachement administratif. Donc il y avait 4 types de titres de circulation qui étaient prévus par la loi selon le statut professionnel et le type de ressources du demandeur. On avait d'un côté les livrets spéciaux de circulation, le livret de circulation et le carnet de circulation. Alors je parle à l'imparfait parce que tout ça a évolué. Je ne vais pas vous donner tout le détail. Hein. Si vous voulez, on pourra vous donner des documents qui seront ensuite envoyés aux membres de l'UNCAS. Donc, ce statut a subi des modifications en 2012 puisque le Conseil constitutionnel a jugé partiellement conforme ce texte à la Constitution française et donc a vu la suppression du carnet de circulation qui a été remplacé par le livret de circulation. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus que 3 titres. D'un côté, les livrets spéciaux qui sont dédiés aux personnes qui ont un lien avec une activité ambulante et de l'autre, le livret de circulation. Alors, cette décision, d'ailleurs, est une dérogation au principe d'égalité et de liberté d'aller et venir pour motif d'ordre public. En fait, le Conseil constitutionnel considère que c'est une mesure de police administrative nécessaire pour contrôler cette population. Alors, également, dans ces modifications, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que lorsque vous vivez donc aujourd'hui en caravane, puisque c'est le critère de base, vous allez donc en préfecture pour demander donc votre titre de circulation et en même temps on va vous remettre une attestation provisoire qui est valable normalement 1 mois. Vous allez ensuite être fiché donc par la gendarmerie dont le FPSDRF et ensuite vous aurez parfois quelques obligations de visa annuel, etc. Vous avez aussi des infractions pénales qui sont prévues par rapport à ce statut puisque si vous n'avez pas fait ce genre de titre ou si vous l'avez perdu ou vous ne l'avez pas déclaré, vous risquez des amendes. Également si vous ne l'avez pas avec vous et que vous ne pouvez pas le présenter à toute réquisition des forces de l'ordre. Alors, deuxième obligation, c'est le fait, donc au-delà du titre de circulation, c'est d'avoir un rattachement administratif à une commune. Donc ce rattachement se fait, cette demande se fait auprès de l'autorité préfectorale dont dépend la commune, donc ce sera souvent la préfecture ou la sous-préfecture. Cette autorité préfectorale va informer le maire concerné, qui normalement a 15 jours pour donner un avis motivé. Ensuite, le préfet a 3 possibilités. Il peut refuser ce rattachement s'il y a un dépassement d'un quota de 3% de la population municipale ou pour motif grave. Il peut y avoir une dérogation à ce refus pour assurer l'unité des familles. On a par exemple le cas en Indre-et-Loire de communes qui dépassent le quota et donc pour éviter que les enfants, puisqu'on fait cette demande à 16 ans, soient séparés de leurs parents, on peut les rattacher à la même commune. Également pour des motifs professionnels, mais ce n'est pas très courant. Enfin, le préfet accepte le rattachement administratif et il est prononcé pour une durée minimale de 2 ans par voie d'arrêté. En cas de changement de volonté, si vous voulez changer de commune de rattachement, à ce moment-là, il ne faut pas simplement faire un choix, mais il faut pouvoir justifier d'attache sur la nouvelle commune. Et donc là, vous avez toute une sorte de justificatifs qui sont prévus dans les circulaires de 85 sur le sujet. Ça va être par exemple le fait d'avoir des enfants qui sont scolarisés, d'être propriétaire d'un terrain ou d'une construction, etc., etc. Alors, cette commune de rattachement a des effets, et ce sont des effets qui sont liés à celui du domicile. Le principal effet, c'est qu'on peut du coup se marier sur cette commune de rattachement. On peut également du coup y obtenir une concession lorsqu'on décède.
On peut également s'inscrire sur la liste électorale de cette commune. Alors, avant, c'était après 3 ans de rattachement ininterrompu. Maintenant, c'est le droit commun, puisque je vous rappelle que le droit commun, c'est après 6 mois de résidence. Et ça, c'est depuis donc la décision du Conseil constitutionnel de 2012. On doit également y accomplir ses obligations fiscales et ses obligations en matière de sécurité sociale et de chômage. Alors, c'est là où on a déjà un petit souci avec l'élection de domicile, puisque vous voyez, on commence à parler de sécurité sociale. Enfin, c'est là aussi où on accomplit son service national, puisqu'on doit toujours se faire recenser et accomplir sa journée défense et citoyenneté. Petite mise en garde, la commune de rattachement n'a rien à voir avec l'élection de domicile. On ne peut pas non plus exiger d'une personne qu'elle ait une élection de domicile au même endroit qu'elle a sa commune de rattachement et inversement. Donc ce que l'on voit, c'est que le choix et le changement de commune de rattachement sont soumis respectivement à motivation et justification, à un quota de 3% de la population municipale, à décision préfectorale après avis motivé du maire concerné. Donc on est un petit peu loin des principes du domicile qui sont fixés dans le Code civil. Alors, d'autre côté, on a l'élection de domicile, donc je vais vous faire un rappel très bref, puisque pour bénéficier de certains droits RSA, CMU et aide médicale État, il y a obligation d'une élection de domicile auprès d'un CCAS ou CIAS, à la condition du lien avec la commune, ou auprès d'un organisme agréé. Depuis 2007, donc, cette élection de domicile est devenue un droit opposable. L'élection de domicile concerne toutes les prestations sociales. Elle concerne également l'aide juridictionnelle. Et elle devrait aussi également concerner la carte nationale d'identité et également l'inscription sur les listes électorales. Sauf que ça, c'est réservé entre guillemets au SDF, puisque pour les gens du voyage, c'est toujours la commune de rattachement qui fait office de lieu. Alors, désormais, on a donc une attestation unique d'élection de domicile avec un formulaire CERFA, une obligation de présentation tous les 3 mois, une durée d'1 an renouvelable à laquelle on peut mettre fin dans 3 cas. C'est tout ça. Donc ce que l'on peut dire à la fin, c'est que les gens du voyage n'ont pas de domicile au sens du Code civil, mais ils ont à la place 2 ersatz, 2 produits de remplacement, qui sont d'un côté la commune de rattachement et de l'autre l'élection de domicile. Alors on arrive à la deuxième partie, sur un petit rappel chronologique. Pour correspondre jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, les forains, nomades, comme on les appelait avant, puis les gens du voyage, utilisent des adresses en poste restantes, des cafés, des amis, des boîtes postales, etc. La loi 69, qui a créé titre de circulation, a défini les gens du voyage donc comme SDRF, je l'ai dit avant, et donc leur a fixé le principe d'une commune de rattachement. Dans le réseau FNASAT, donc la FNASAT c'est la Fédération nationale des associations solidaires et d'action auprès des tziganes et des gens du voyage, dans les années 60 va se constituer un réseau d'associations qui ne s'appelait pas FNASAT à l'époque encore, parfois issus du secours catholique, et se constitue donc afin d'aider les nomades et se fédère autour de l'UNISAT. Ces structures d'entraide rendent service en gardant le courrier de leurs usagers et donc créent l'idée d'une domiciliation postale qui n'est pas reconnue, elle n'a pas d'existence légale. En 88, on voit arriver la loi sur le RMI qui va rendre obligatoire pour accéder à ce dispositif l'élection de domicile distincte de la commune de rattachement pour les voyageurs. Donc dans de nombreux départements, les associations deviennent des organismes agréés pour l'élection de domicile par les préfectures. Le réseau, souvent composé de bénévoles, se professionnalise. En 1998, on a la loi relative à la lutte contre les exclusions qui donne la possibilité au SDF d'obtenir des papiers officiels comme la carte d'identité. En 1999, on va avoir la CMU qui est créée, avec également une obligation d'élection de domicile pour les personnes sans domicile fixe, sans résidence fixe, pardon. Les membres de l'UNISAT, à ce moment-là, essaient d'utiliser ces dispositions pour les gens du voyage. Et en 1999, une circulaire du ministère de l'Intérieur rappelle que ce texte ne s'adresse pas aux personnes pourvues d'une commune de rattachement, mais uniquement à celles qui en sont dépourvues. Une enquête également a eu lieu au sein du réseau dans ces années, entre 1999 et 2001, avec une évaluation de la domiciliation. On avait à peu près 80 associations concernées, ce qui faisait à peu près 45 000 domiciliations et plus de 2 millions de courriers reçus par an. En 2007, on a donc la loi DALO, qui réforme en profondeur tout ce dispositif. Au niveau du réseau FNASAT, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un non-respect du mode de vie itinérant, puisqu'il y a une obligation de présence tous les 3 mois. Une gestion du courrier, que ce soit la réception ou la réexpédition, qui n'est pas globalement reconnue, pas de financement clair, pas de couverture territoriale complète, pas de statut clair au regard de la Poste, et donc on constate aussi une réforme pas totalement mise en œuvre. Alors les constats que l'on fait aujourd'hui, c'est que cette élection de domicile, malgré des progrès indéniables, pose toujours certaines questions. Les progrès, c'est donc un cadre stable, respectueux des droits de l'usager, avec des procédures claires, comme par exemple les entretiens,
une information, une opposabilité et un droit de recours. Également une uniformisation des dispositifs, avec l'autorité qui agrée, et la fin du vide juridique pour des prestations non couvertes, comme par exemple on avait le cas pour le minimum vieillesse. Une gestion du courrier également, donc réception et mise à disposition, qui n'est par contre toujours pas reconnue. Mais bon, on l'a quand même, un petit peu. Alors les questions que nous posons par rapport à toutes ces choses-là, premièrement, c'est une absence ou un choix restreint de domicile civil pour les personnes, entre guillemets, sans résidence fixe. Donc dedans, on va intégrer les gens du voyage, mais également les SDF et les bateliers. Terminologie du sans domicile stable, d'ailleurs, qui nous paraît un peu paradoxale et confuse. Deuxième chose, c'est un cadre dérogatoire illisible pour les gens du voyage, avec un double dispositif de remplacement. Troisième chose, des conséquences discriminatoires de la commune de rattachement. Le quota de 3% nous paraît quand même assez scandaleux par rapport à la représentativité des voyageurs sur une commune, et l'impossibilité également d'y recevoir du courrier, et donc du coup d'énormes problèmes en matière de réception des cartes grises, et également d'une majoration automatique des amendes lorsqu'on fait l'objet d'un contrôle automatisé, un petit flash sur autoroute par exemple. Un dispositif de l'élection de domicile à améliorer, avec une différence de traitement entre les CCAS et les organismes agréés, soumis à agrément, cahier des charges et règlement intérieur. Un financement des organismes agréés théoriquement prévu, puisqu'on l'a dans les textes, mais qui n'est pas mis en œuvre. Et des ambiguïtés également dans la définition des publics SDF et gens du voyage. On va voir dans la circulaire de 2008 où on parle à la fois des gens du voyage et puis d'un autre paragraphe sur les gens qui vivent en caravane. Expliquez-moi la différence. Enfin, on a un accès aux droits civils problématiques pour les gens du voyage, avec une disparité de traitement territorial, des refus de domiciliation, une absence d'organismes agréés spécifiques, etc. On le voit sur certaines régions, par exemple dans la région centre, on a ce cas-là autour. Des non prises en compte également des spécificités du mode de vie, avec l'obligation de présence trimestrielle et pas de réexpédition du courrier dans de nombreux organismes. Également, un constat, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance d'un service public de la gestion du courrier des gens du voyage. Pourtant, ça existe depuis très longtemps, de fait, avec une réexpédition, le principe d'une réexpédition qui n'est pas obligatoire et qui est prise en compte partiellement des recommandés avec accusé de réception. Ça aussi, on voit beaucoup de personnes qui n'ont que des avis de passage et qui, du coup, ne peuvent pas, quand elles ne sont pas là, recevoir leur courrier, qui est souvent en plus du courrier administratif. Bien évidemment, et ça je vous le constatez également, une absence de financement. Enfin, on constate également une utilisation de produits inadaptés et coûteux, comme les prêts à réexpédier de la Poste, qui sont faits en fait au départ pour les personnes qui déménagent. Donc nous utilisons ce genre de dispositif pour renvoyer le courrier aux personnes là où elles se trouvent, mais ce n'est vraiment pas le dispositif adapté et fait pour ça. Voilà. Je vous remercie.